je lis l'énoncé. Gad réalise une mosaïque sur le plateau d'une table de forme carrée. Il utilise 12 carreaux de céramique pour décorer un côté de la table. Combien de carreaux va-t-il utiliser pour recouvrir tout le plateau? Alors là, on peut envisager de découper en mini-missions, avec une première mini-mission qui est juste une lecture simple. Donc l'attention, elle passe d'un mot à un autre. On utilise les automatismes de lecture. Ça va nous renseigner sur le contexte, de quoi ça parle globalement. C'est une mini-mission éventuelle. La deuxième mini-mission qui est plus intéressante ici, c'est d'essayer de produire une représentation sous forme d'image mentale, par exemple, ou avec un petit papier si on a du mal avec les images mentales, pour vraiment comprendre ce dont il est question. Si j'utilise une image mentale, en fait, là, du coup, je vais me retrouver à utiliser un pied avec une perception. Qu'est-ce que je dois percevoir? C'est chacun des mots, les uns après les autres. C'est à ça que je fais attention. C'est assez logique. Et puis, ma manière d'agir, je suis actif de quelle façon? Dès que je peux associer une image, convertir sous forme d'une image mentale ce dont il est question, je vais le faire, tout simplement. Imaginons, Gad réalise. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de visualiser Gad? Pas forcément. Donc, je peux être sélectif sur ce que je décide de convertir sous forme d'image mentale. Une mosaïque, ok, ça évoque une mosaïque. Je vois à peu près de quoi il est question. Sur le plateau d'une table, je vois une table, ok, de forme carrée. Alors là, je vois une table qui est carrée, ok. Il utilise 12 carreaux de céramique pour décorer un côté de la table. Alors, si je suis juste à un niveau verbal, c'est-à-dire de l'auto-répétition, c'est pas évident que je perçoive vraiment toute l'information qu'il y a là-dedans. Si je suis vraiment dans un travail de visualisation, de conversion sous forme d'image mentale, les 12 carreaux de céramique pour décorer un côté de la table, je vois un côté de la table avec 12 petits carreaux. Combien de carreaux va-t-il utiliser pour recouvrir tout le plateau? De recouvrir tout le plateau, là je vois une image qui correspond à les couvrir. On a cette première ligne qui a été couverte et puis on va couvrir toutes les autres. Je peux faire un petit schéma rapidement. Donc, au lieu de convertir sous forme d'image mentale, je convertirais dans ce cas-là sous forme d'un dessin graphique. C'est une manière d'agir qui est beaucoup plus physique. Donc, j'ai ma table à peu près carrée, et puis, j'ai simplement converti sous forme d'une image, ce qui est dit. Alors, je n'ai pas besoin de faire les 12 carreaux exactement. En gros, on fait un schéma de la situation. Combien de carreaux va-t-il utiliser pour recouvrir tout le plateau? On voit bien qu'il manque, puisque c'est visuel. Quand on est dans cette représentation visuelle qu'on s'est construit avec ce PIM, on voit tout de suite ce manque-là. Il apparaît de façon évidente. Et donc, et là encore, visuellement, il n'y a qu'à voir pour voir que il va manquer des bandes ici. Et le fait qu'il soit carré, ça indique le calcul qu'il va falloir faire, c'est-à-dire en gros combien de bandes sont manquantes, etc. Donc ça, c'est la compréhension de l'énoncé qui amène vraiment sur le calcul à faire. C'est parce qu'on a visualisé, parce qu'on était concentré sur cette transformation sous forme d'une représentation visuelle de l'énoncé, qu'on voit tout de suite le calcul qu'il va falloir réaliser, donc qui va être simplement un 11 fois 12, c'est une multiplication dont il est question. On va reconnaître une multiplication à partir de cette schématisation. Nouvel exercice de maths, où il va falloir à nouveau faire preuve de cette capacité à créer sous forme d'image mentale quelque chose à partir du texte. Donc cette conversion d'un texte lu sous forme d'image mentale. L'exercice est le suivant, je lis l'énoncé. Camilla a gagné 36 240 € à la loterie. Elle souhaite donner une partie de cette somme à chacun de ses deux enfants. Elle donne un quart de la somme à chacun. Calcule la part de chaque enfant. Alors si je lis vite comme ça, et si je me contente donc de regarder le texte sans faire quelque chose de spécial, à rester à un niveau purement verbal, purement auditif, j'ai envie de dire, je vais pas comprendre grand-chose. Donc pour me concentrer sur cet exercice, il va falloir vraiment que je fasse attention à bien faire quelque chose, c'est-à-dire convertir vraiment sous forme d'image mentale tout ce que je peux. Et après, on verra qu'avec l'habitude, on s'applique à convertir sous forme d'image mentale ce qui paraît intéressant seulement. Donc là, Camilla a gagné 36 240 € à la loterie. Donc ce que je perçois, ce que je m'applique à bien percevoir, c'est visuel, bien sûr, donc c'est ce qui est écrit. Camilla, c'est les noms.
Alors, je peux potentiellement tout visualiser, hein. Je peux essayer de visualiser l'image de Camilla. Je sais pas trop à quoi elle ressemble. Bon, voilà, elle a gagné, alors elle est très contente, etc. Donc, ça va faire plein d'images qui, en fait, n'ont pas beaucoup d'intérêt pour l'exercice. Mais avec l'habitude, effectivement, il suffit d'avoir fait 2-3 exercices pour comprendre que bah, cette manière d'agir consiste à visualiser sous forme d'image mentale, eh bien, elle doit s'appliquer à certains mots seulement. Donc gagner 36 240 €, on voit qu'il y a cette quantité. Alors si j'ai des problèmes avec les images mentales, plutôt que de convertir sous forme d'image mentale, ce que je peux m'appliquer à faire, c'est tout simplement faire un schéma. C'est-à-dire que je vois 36 240, et puis je m'applique à bien faire quoi? C'est quelque chose que je peux décider de faire, et représenter cette quantité, voire même écrire, recopier tout simplement. Donc je continue. Elle souhaite donner une partie de cette somme à chacun de ses 2 enfants. Donc moi, visuellement, je vais voir cette idée de donner, c'est-à-dire qu'on va enlever et qu'on va déplacer une partie. Donner. Bon. Ce que je peux représenter de cette façon-là. Voilà, ces 2 enfants. Et puis, eh bien, elle donne un quart de la somme à chacun. Alors un quart, c'est pareil. Un quart, si je reste à un niveau purement verbal, c'est pas très efficace. Donc quart, c'est plus efficace de convertir ça sous forme d'une image mentale de ce à quoi correspond un quart. Et en gros, moi, ce qui va m'aider, c'est par exemple de représenter la moitié et puis le quart. Donc c'est quelque chose que je peux très bien faire émerger sous forme d'une image mentale. Alors on s'en fiche que le trait soit exactement là, mais c'est l'idée, quoi, l'idée du quart, visuel. Et tout de suite, le fait de donner ça, on voit bien ce qui se passe. C'est-à-dire que l'énoncé, il a vraiment été parfaitement compris. Puis à partir du moment où on a une valeur, on voit que c'est une question de division. On se ramène à un problème de division. Il va falloir diviser en 4 la somme. Donc après, je passe sur l'épime à appliquer pour l'algorithmie, parce qu'en fait, il suffit de suivre les étapes qui sont décrites de façon méthodologique pour faire une division. Mais on voit bien que cette façon de se concentrer sur la lecture d'un énoncé pour essayer de s'en faire une représentation sous forme d'image mentale va beaucoup aider pour arriver à voir le calcul qu'il faut faire. Un autre exemple assez classique, c'est le calcul de périmètre ou d'aire, qui demande vraiment de faire attention d'une façon très spécifique. Donc là encore, on va voir quelle pime utiliser. Donc voici l'exercice. Vous voyez une figure de ce type-là. Voilà, on utilise le carreau comme unité d'aire. Quelle est l'aire de la figure rouge? Alors, tout de suite, une vue globale montre qu'il y a des carreaux entiers et puis des carreaux qui sont coupés. Bien. Comment on va fonctionner? Eh bien, on peut sélectionner, c'est-à-dire porter attention de façon privilégiée à certains carreaux, ceux qui sont entièrement colorés. Donc, je vais faire attention uniquement à ces carreaux-là. C'est une chose que je peux faire. Et puis, à chaque fois que j'en vois un, quelle est ma manière d'agir? C'est de compter plus 1 dans ma tête. Ou éventuellement, même, je peux faire un petit trait si je n'ai pas confiance totalement dans cette petite voie, dans ce décompte mental. Donc on retrouve bien une perception à privilégier, ces carreaux pleins, et puis à chacun une manière particulière d'agir, qui est donc d'élever le compte. Donc je fais ceci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je garde 13 en mémoire, ou bien je l'écris quelque part, bien. Et puis ensuite, je passe dans une deuxième phase, c'est qu'il y a encore ces demi-carrés. Bien simplement, comme ce sont des demi-carrés dans des triangles, mon attention va se porter de façon privilégiée sur eux. J'oublie les carrés, seulement sur eux. Et à chacun, j'ajoute 1 et je divise par 2 à la fin, ou bien j'ajoute un demi plus un demi. C'est probablement plus simple de compter le nombre de demi-carrés. Donc 1, 2. Voilà. Et puis je passe sur la dernière phase du calcul, qui est une addition simple. Mais on voit bien que dans cet exercice, il y a une attention qui va être sélectivement sur une partie des éléments graphiques, puis sur une autre, avec quelque chose à faire de bien précis à chaque fois. Donc,
Alors, je vais m'intéresser à cet exercice-ci, vous voyez le 1, compare les nombres 7,8 et 6,9. Donc là, il y a une algorithmie appliquée, simplement de commencer par comparer les parties entières, mais on voit que ça demande une attention sélective. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit s'appliquer à percevoir en priorité? Eh bien, c'est le nombre qui est avant la virgule, juste avant la virgule. Donc ici, du coup, je lis 7 et je retiens 7, et là, je retiens 6. Donc, ma perception à privilégier, ce nombre avant la virgule, bien. Et puis, eh bien, tout simplement, de la même façon que quand je cherche Charlie, eh bien, j'ai cette image de Charlie que je garde en tête et que je vais comparer à ce que je vois ensuite. Et bien là, de la même façon, j'ai ce nombre-là que je peux garder sous forme d'une image mentale ou bien d'un nombre prononcé à haute voix ou même à voix basse. Et puis, ce 7, voilà, au moment où je perçois ce nombre-ci, le 6, eh bien, ma manière d'agir, c'est de le comparer à ce que j'ai en mémoire, 6 et 7. Voilà. Donc, dans un cas, on a à nouveau un PIM d'encodage qui sert juste à encoder en mémoire ce 7. Donc, je vois le 7 et je transforme souvent en une image mentale où je retiens avec ma petite voix. Donc, c'est ma manière d'agir. Et puis ensuite, quand je suis sur le deuxième nombre, là j'ai mon deuxième PIM, PIM 2, ou bien je perçois ce nombre en priorité, et puis voilà, ma manière d'agir, c'est de comparer à la trace en mémoire, est-ce que c'est plus grand ou plus petit. Donc ça me permet de conclure que le 7,8 est plus grand. Cas plus compliqué, c'est le cas du deuxième où les parties entières sont égales. Et bien donc j'applique la même chose et j'arrive à une égalité. Je bascule sur une deuxième mini-mission. Donc là on pourrait parler de première mini-mission pour comparer les parties entières. Et puis deuxième mini-mission, c'est que puisque les parties entières sont égales, et bien je vais comparer les nombres des dixièmes. Donc je recommence PIM 1 et PIM 2 pour comparer le nombre des dixièmes. Et si je fais ça, je suis complètement concentré sur mon exercice puisque mon attention est toujours bien placée. Et non seulement mon attention est placée sur la bonne perception, mais je fais la bonne chose, je fais ce qu'il faut faire, c'est-à-dire cet encodage en mémoire et ensuite cette comparaison. J'en profite pour faire une remarque qui est que au bout d'un certain temps, eh bien, quand on a développé une certaine aisance avec les nombres, une certaine familiarité avec ce type d'exercice, le PIM se simplifie puisque on va simplement encoder en mémoire le 7,8 et au moment de voir le 6,9, on va être immédiatement capable, c'est une manière d'agir, une chose qu'on peut décider de faire, de juger si c'est plus petit ou plus grand. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer par une comparaison séquentielle de chaque chiffre, partie entière, décimale, etc. On va le faire tout d'un coup. Et ça, c'est vraiment caractéristique de ce qui va se passer avec l'apprentissage lors des mathématiques. C'est-à-dire qu'on va être tout d'un coup capable de faire directement une chose qui jusqu'alors était compliquée, qu'on devait faire par étapes, et qu'on va maintenant pouvoir faire d'un coup. Donc ça veut dire qu'on a une nouvelle manière d'agir qu'on peut utiliser, qui est dans le petit répertoire et qu'on peut déclencher. Voire même, au bout d'un moment, quand on a vraiment une très grande aisance avec les maths, on a cette manière d'agir experte qui permet, en regardant globalement les deux nombres, de tout de suite voir celui qui est le plus grand des deux. Donc on voit qu'avec l'apprentissage, eh bien, on développe des manières d'agir de plus en plus expertes qui permettent de faire cet exercice du premier coup. J'enchaîne sur un autre exercice qui est un exercice de symétrie. Donc là encore, il va beaucoup être question d'image mentale. L'exercice est le suivant. Donc on voit des belles formes colorées. Eh bien, pour chaque figure, la droite rouge, vous voyez qu'il y a une droite rouge là, est-elle un axe de symétrie de la figure colorée? Explique pourquoi. On a appris qu'un axe de symétrie, c'est un axe tel que si on place un miroir, eh bien, ce qu'on voit de l'autre côté, eh bien, c'est comme si c'était l'image dans le miroir de l'autre partie. Alors, comment je peux m'y prendre pour me concentrer là-dessus? Là, on est vraiment proche de la méthodologie pure. Je peux très bien porter mon attention à la forme globale et imaginer que j'ai un miroir. Et simplement, ma manière d'agir experte que j'ai développée à force de voir des images dans des miroirs, eh bien, c'est de voir si ça me choque ou non. Est-ce que c'est normal ou non que je vois ça? Ça, c'est quelque chose que je peux décider de faire parce que j'ai vu beaucoup de miroirs et beaucoup de formes dans des miroirs. J'imagine que j'ai un miroir. Oui, là, c'est tout à fait normal, c'est ce que je verrais. Bien, là, de la même façon. Par contre, ici, eh bien non, c'est pas possible. Si je mets cette forme-là devant un miroir, je vais pas voir ça. Donc je sais que je vais pas voir ça. C'est ma manière d'agir experte. Imaginons que j'ai pas vu beaucoup de miroirs et que je dois revenir à une question de définition. Je vais devoir utiliser une manière d'agir qui est beaucoup plus simple. Eh bien, ça peut être par exemple de porter mon attention sélectivement
sur chacun des points marquants de la figure, bien. Et puis, donc manière d'agir, mesurer avec une règle par exemple, si le point en face, là, de l'autre côté de la ligne directement, est à la même distance. Je peux faire ça. Donc c'est une manière d'agir, c'est quelque chose que je peux décider de faire. Bien. Et puis je répète ce PIM, donc me concentrer sur un point, chercher celui qui est de l'autre côté, en face, j'ai envie de dire, et puis mesurer pour voir si c'est la même chose ou non. Bon, c'est quand même très compliqué et en général, on va plutôt faire appel à une compréhension intuitive de ce qu'est une image dans un miroir et de cette manière d'agir que j'ai décrite tout à l'heure et qui est quand même beaucoup plus simple. Un petit exercice tout simple, mais qui finalement peut être l'objet de beaucoup d'erreurs de distraction, c'est de placer des points sur une droite graduée. Voici l'exercice, donc énoncé, reproduis cette droite graduée et place-y les nombres 7,4, 8,1, 7,55, etc. Alors, 7,4, donc déjà une perception globale, voilà, révèle qu'il y a une règle graduée, un 7, un 8, et que très probablement les petits points représentent non pas des centièmes mais des dixièmes. Et après, tout simplement, 7,4. Mon attention se porte sur le chiffre des dizaines. Donc après la virgule, spécifiquement ceci, 4. Je retiens 4. Je me dis avec la petite voix 4, 4, 4, etc. Donc c'est ma manière d'agir, c'est de retenir ce nombre-là. Et puis, je pars du 7 et je vais porter sélectivement attention à chacun des points, bien, les uns après les autres. Donc mon attention va se déplacer, et à chaque fois que je suis sur un point, je compte plus 1. Je peux compter, si je veux, 7,1, 7,2, 7,3. C'est ma manière d'agir, c'est une manière d'agir très simple. Quand j'arrive à 4, ou à 7,4 si j'ai retenu le nombre dans son intégralité, je pointe. Voilà, j'ai ma solution. Je recommence avec 8,1, je pars de 8, etc., etc. Donc à nouveau, une prise d'information. La perception importante, c'est vraiment ce qui est après la virgule, ici, dans ce cas-là. Une fois que j'ai compris que c'était après 8. Et puis ma manière d'agir, mon deuxième PIM, PIM de comptage tout simplement, c'est de bien regarder les points après les autres. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Par exemple, si je suis distrait, si je regarde, voilà, 7,2, je suis distrait, je reviens, je continue à compter ici, 7,3, 7,4. Donc la distraction, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait que j'ai raté un point. Donc, et je vais marquer mon point ici. Donc ça demande bien une certaine discipline pour arriver à vraiment ce que l'attention, notamment le regard ici, soit bien à chaque fois sur la bonne cible quand on déroule son PIM de comptage.